Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 27 juillet prochain, on célébrera le 8e centenaire de la célèbre bataille de Bouvines, victoire du roi de France Philippe Auguste sur l'empereur Othon IV et Renaud de Boulogne. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui cette page d'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le dimanche de Bouvines, comme l'a nommé Georges Duby, vous savez, est assurément une des plus grandes dates de l'histoire de France. 27 juillet 1214. Nombreux sont les historiens qui ont voulu y voir l'acte de naissance de notre pays en tant que nation. J'ai demandé à l'un de nos plus grands archivistes, Bruno Galland, de venir m'aider à vous présenter cet événement dans toutes ses implications et à nous parler du roi Philippe Auguste dont il est le biographe. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas qui vous demande de revenir aux origines d'une pratique rare, celle des funérailles nationales. Eh bien, pourquoi pas. En attendant, je vous propose de nous rendre à une douzaine de kilomètres à l'est de l'île, sur le champ de bataille de Bouvines, pour revivre un des affrontements les plus décisifs dont nous ayons gardé la mémoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une des images les plus marquantes de la guerre médiévale, un moment suspendu dans la mémoire des hommes, deux armées gigantesques qui se font face sur environ 3 de nos kilomètres, les premières lignes à quelques pas de distance l'une de l'autre. On dit que les soldats, si l'on peut dire d'un côté, sentaient le souffle de ceux d'en face. Vous imaginez, c'est incroyable, tout ça sous un soleil de plomb. Dans cette plaine de Bouvines, sur ce plateau, devrais-je dire plutôt, on trouve un écho de ce tableau fascinant, terrifiant même, dans la chanson de Roland qui est composée justement à cette époque. Je cite la traduction bien entendu, en français moderne, « Les armées sont nombreuses, leurs batailles sont belles, il n'y a entre elles ni collines, ni valles, ni tertres, ni forêts, ni buissons, aucun refuge où se cacher, les deux armées se voient de près, à découvert. Vaste est la plaine et large la contrée, les aumes brillent couverts de gemmes et d'or, le jour est clair et le soleil luisant, les armées sont belles, immenses leurs bataillons. » L'historien de cette bataille décisive, enfin l'un des historiens, il est mort dans des circonstances tragiques en 1941, c'était évidemment Antoine Adangue. C'est lui aussi qui nous décrit ce moment, en quelque sorte, si j'ose dire, cet arrêt sur image de l'histoire. Je le cite. « Aucun nuage au ciel, pas un souffle, pas un bruit, pas une ombre, tout l'accablement du milieu de l'été et du milieu du jour. » Ça me fait penser à ce vers, à cette très belle réplique qui ouvre Partage de midi de Claudel. Midi au jour, midi au centre de notre vie. C'est un peu ce qui se passait pour tous ces combattants. Je reprends la lecture d'Adangue. Rien ne bouge, l'eau dort dans la torpeur des marécages, la chaleur a figé les blés mûrs, nul oiseau dans l'air étouffant. Sur la terre muette et prostrée, dévastée comme aplanie sous la pesanteur du soleil, il n'est d'autre vie, semble-t-il, que celle des milliers d'hommes venus enfiévrés de tous les coins d'Europe et qui soudain demeurent immobiles et retiennent eux aussi leur souffle. Je vous propose aujourd'hui de revivre donc cette bataille de Bouvines. Alors une fois n'est pas coutume, je dois vous dire que certains auditeurs m'ont littéralement mâché le travail. Vous avez été nombreux à réclamer cette émission sur la bataille de Bouvines. Bénédicte, Denise, Loïc, Enguerrand par exemple se sont ainsi manifestés. Pierre de Lambersart a fait mieux. Lui m'a carrément envoyé tout un petit dossier avec des extraits de livres, des coupures de presse, etc. Je m'en suis bien sûr inspiré pour mon récit. Si les auditeurs pouvaient nous faire tous les jours le travail comme ça, ce serait formidable. Alors, ainsi, grâce à Pierre, je n'ai pas eu à fouiller dans ma bibliothèque pour retrouver la superbe Histoire de France du grand écrivain nationaliste Jacques Bainville, ni à feuilleter le volume pour en extraire le beau passage que voici. C'est peut-être la suprême leçon de Bouvines et je vous la livre en exergue à cette émission. C'est Jacques Bainville qui écrit. « Si nous pouvions reconstituer la pensée des Français de l'an 1214, nous trouverions sans doute un état d'esprit assez pareil à celui de nos guerres de libération. L'invasion produisait déjà l'effet
électrique qu'on a vu par les volontaires de 1792 et par la mobilisation de 1914. Devant le péril, Philippe Auguste ne manqua pas non plus de mettre les forces morales de son côté. Il avait déjà la plus grande, celle de l'Église, et le pape Innocent III, adversaire de l'Empire germanique, était son meilleur allié européen. Philippe Auguste en appela aussi à d'autres sentiments. On forcerait à peine les mots en disant qu'il convoqua ses Français à la lutte contre l'autocratie et contre la réaction féodale complice de l'étranger. Il n'y a plus qu'une indication dans les paroles que lui prête la légende au moment où s'engagea la bataille de Bouvines. « Je porte la couronne, mais je suis un homme comme vous. » Et encore, nous dit Bainville, « Tous, vous devez être rois et vous l'êtes par le fait, car sans vous, je ne puis gouverner. » Les milices avaient suivi d'enthousiasme et après la victoire qui délivrait la France, ce fut de l'allégresse à travers le pays. Qui oserait assigner une date à la naissance du sentiment national? On n'oserait pas, monsieur Bainville, on n'oserait pas. Mais si c'était le cas, cependant, on retiendrait volontiers cette fameuse date du dimanche 27 juillet 1214. Il faut peut-être que je commence par vous expliquer dans quel cadre cette bataille va prendre place. Le roi d'Angleterre Jean sans Terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, vous savez c'est le méchant prince Jean de Robin des Bois, Jean donc, qui est aussi duc d'Aquitaine, a réuni contre la couronne de France une vaste coalition qui comprend nombre de grands féodaux, dont Renaud de Boulogne, dont vous avez parlé tout à l'heure, Céline, et au premier rang bien sûr, l'empereur germanique en personne, Othon IV. Philippe Auguste, qui, en Flandre, ne contrôle plus que Cassel et Douai, et qui se voit partout tailler les croupières, envoie son fils Louis, le futur Louis VIII, le lion, le père de Saint-Louis, qui d'ailleurs vient de naître, Saint-Louis, mais ça c'est une autre histoire. Il l'envoie donc sur la Loire, et quand il apprend la victoire de son héritier à La Roche-aux-Moines, alors il décide de prendre l'initiative à son tour, avant que les renforts allemands et lorrains d'Othon n'aient eu le temps d'arriver. À la mi-juillet, Othon a installé son camp à Valenciennes. Le 26, Philippe Auguste est devant, qui arrive lui de Péronne et de Douai. Il va planter l'oriflamme de Saint-Denis à Tournai. L'empereur, à ce moment-là, ne reste pas immobile. Il vient placer ses garnisons. On appelait ça à l'époque des batailles. Alors, ça ne facilite évidemment pas la compréhension de certains textes même traduits parce que bataille ne signifie pas forcément affrontement. À l'époque, ça veut dire surtout c'est des bataillons, on dirait nous, si vous préférez. Il vient donc les installer à proximité de celle du roi de France. Philippe, qui voulait attaquer, suit les conseils de son entourage. À ce moment-là, il se replie sur l'île. L'empereur croit que le roi est en train de s'enfuir. En fait, il va faire volte-face. Voici à ce propos ce que nous dit le grand historien Henri Martin. Le roi s'était désarmé et se reposait un peu sous l'ombrage d'un frêne lorsqu'arrivèrent des messagers de l'arrière-garde criant à merveilleux cris que l'ennemi venait. Le roi, après une brève oraison à notre Seigneur, se fit armer hâtivement, saillit sur son destrier en aussi grande liesse que s'il dut aller à une noce ou à une fête, et lors commença-t-on de crier parmi les champs « Aux armes, baron, aux armes !» Trompes et buccines, c'est-à-dire clairons si vous voulez, commencèrent à bondir et les batailles, vous voyez, on y revient, à retourner qui avaient déjà passé le pont et fut rappelé l'oriflamme de Saint-Denis que l'on a coutume de porter par devant toutes les autres au front de la bataille. Mais comme elle tardait, cette fameuse oriflamme, on ne l'attendit point et le roi partit à grande course de cheval et se plaça à la première ligne, séparé des ennemis par une petite élévation de terrain. Oui, alors avant d'entrer dans le fort de la bataille, il faut peut-être que je vous explique justement un petit peu qui se bat, pourquoi et comment. Vous avez compris que ces deux armées se sont donc installées l'une face à l'autre. Évidemment, il y a un très gros déséquilibre entre cette coalition sous la houlette de l'empereur germanique, Othon IV, et puis les troupes du roi de France qui sont nettement moins nombreuses. C'est-à-dire que si le front est évidemment très, très long, et s'il est de même distance, de même longueur des deux côtés, ça c'est naturel, la profondeur des lignes est 3 fois moindre du côté des Français. Alors, on est dans cette période qui est, on va dire, la fin des croisades. Donc, les croisades ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la tactique et de la stratégie à cette époque. Il existe un véritable art de se battre, n'est-ce pas ?
on a des formations de combat, chacun a ses méthodes, chacun a ses buts, bien entendu. Ce qu'on pourrait comparer à l'artillerie d'aujourd'hui, ce sont les chevaliers. Il faut imaginer ces chevaliers en armure sur de leurs chevaux caparaçonnés, qui sont comme des tanks, si j'ose dire. Alors attention, ils sont nettement moins lourds que ne le seront leurs descendants plus tard, et on verra le désastre à Crécy, à Zincourt, etc., de ces chevaliers devenus tellement lourds qu'ils ne peuvent plus bouger, en quelque sorte. Là, c'est pas encore le cas, mais tout de même, quand vous avez un chevalier armuré, qui vous fonce dessus avec son cheval caparaçonné à l'époque, je vous prie de croire que tout culbute devant, hein, bien entendu, rien ne peut résister. Et puis alors, on utilise l'infanterie qui n'est pas très mobile encore à l'époque, mais grâce à des pics dont on plante l'arrière dans le sol, hein, ce qui permet de tenir des positions, on fait de cette infanterie un véritable rideau. Ce sont comme des murailles mobiles sur le champ de bataille, si vous voulez, qui sont là précisément en partie pour protéger les chevaliers et les cavaliers. Ce sont des masses comme en quelque sorte des retranchements humains, si vous voulez, d'une certaine manière. La force de la piétaille, disait Georges Duby, la force de la piétaille réside dans sa cohésion. Hein, c'est vraiment ça. C'est un petit peu le bouclier des chevaliers. Donc les chevaliers, évidemment, alors il y a différents rangs, hein, évidemment. Vous avez quelques grands barons, bien entendu, des chevaliers au sens propre, et puis vous avez des cavaliers qui, eux, sont là et ils vont jouer un rôle absolument essentiel dans cette affaire de la bataille de Bouvines, qui, eux, sont là pour harceler les troupes ennemies. Alors, comment se disposent les armées, les batailles sur ce champ de Bouvines? D'abord, il faut vous dire que Philippe Auguste a confié le commandement à l'évêque général Guérin. On va y venir tout à l'heure, évidemment, on va évoquer ça avec Bruno Galland. Il a compris, Philippe Auguste, qu'il n'était peut-être pas le meilleur des généraux. En quelque sorte, il a quelqu'un qui est là pour ça, et on peut dire que pour les Français, c'est l'aile droite qui compte d'abord. Pourquoi ? Parce que d'un côté, à gauche, vous avez la rivière qui va empêcher, quoi qu'il arrive, un débordement. Au centre, vous avez cette énorme masse d'infanterie que l'ennemi, que Othon en l'occurrence, et que les coalisés vont essayer de percer. Ils vont faire une sorte de coin pour essayer de couper en deux la masse armée française. Et puis, en revanche, il est possible d'aller les contourner complètement par l'est, hein, puisque nous combattons en partant du sud vers le nord, eux combattent en partant du nord vers le sud. Ce qui veut dire d'ailleurs que les coalisés vont avoir constamment le soleil dans l'œil, ce qui est un grave inconvénient dans ces guerres médiévales, bien entendu. Donc au centre, vous avez le pivot de la manœuvre, en quelque sorte, cette infanterie, le gros de l'infanterie capétienne, et puis on a mis l'accent, nous, sur notre aile droite pour aller contourner par l'est les lignes ennemies et essayer d'aller les prendre à revers. Évidemment, c'est la seule chance que peuvent avoir les Français en forte infériorité numérique de s'en sortir, car s'ils sont en forte infériorité numérique, en revanche, ils ont l'avantage d'une chevalerie très puissante, et alors tous nos extraordinaires chevaliers, on les a collés là, justement, sur cette partie, pas tous, mais la plupart, sur cette partie droite pour aller faire le tour, si je puis dire. Alors, on va utiliser pour lancer les choses, on va donc utiliser ces cavaliers qui sont, disons-le, hein, qui sont des cavaliers, ce sont des cultivateurs recrutés dans la vallée de l'Aisne, les sergents à cheval, si vous voulez, qu'on envoie un petit peu dans un premier temps, qu'on envoie un peu à la boucherie. Hein. C'est, nous dit Hadang, c'est l'assaut du pot de terre contre le pot de fer, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, les chevaliers qui sont en face quand ils voient débarquer ces cavaliers-là montrent une immobilité dédaigneuse. Ils les démontent presque tous simplement en éventrant leurs chevaux au passage. Simplement, comme ces cavaliers n'ont pas été trop lourdement armés, une fois leurs chevaux tués, ils peuvent continuer de se battre à pied. Ils vont faire un travail extraordinaire. Othon, pendant ce temps-là, lui, a déclenché au centre l'attaque de son infanterie, hein, donc qui est formée en coin, qui va essayer de séparer les rangs français en deux parties. On avance à petits pas cette infanterie de la coalition. Il y a des fantassins d'Allemagne, de Flandre, de Lorraine. On ne sait pas combien ils sont, mais ils sont très nombreux. Ils sont certainement plus de 20 000. Certains historiens disent même, c'était le cas d'Henri Martin, peut-être 30 000, nous dit-il. En tout cas,
3 fois plus nombreux que les communiers de France qui ont le plus grand mal, évidemment, à leur résister. Notre front s'ouvre, évidemment, hein, le coin s'avance. C'est un petit peu comme l'étrave d'un navire qui fendrait la mer, si vous voulez, qui s'avance comme ça dans les lignes françaises. Alors, il y avait comme objectif du côté des coalisés d'aller prendre possession, en quelque sorte, du roi de France. C'était le but principal. Sauf que, et ça va être la très grande chance de Bouvines, un certain nombre des grands barons de la coalition vont se laisser distraire de cette mission initiale et vont avoir des attitudes qui ne sont pas conformes à la stratégie qui avait été établie. Je vous ai décrit pour commencer cette émission ce moment qui a dû être absolument extraordinaire de ces deux armées qui se font face avant que ça ne commence. Il y avait là un silence incroyable et on avait l'impression en quelque sorte que cette armée si gigantesque, on n'était pas habitué à cette époque, était fascinée par le spectacle de sa propre double puissance et quand je dis puissance, par la potentialité de violence que tout ça allait dégager, parce que ce que l'on a tendance, nous, parfois, à oublier, c'est l'incroyable violence de ces combats. Alors, on a retenu de Bouvines, évidemment, la question, les fameux gourdins ferrés, vous savez, ces massues qui étaient couvertes à leur extrémité de métal et qui ont joué un rôle important dans la bataille. Mais il faut tenir compte des pics qui sont là pour littéralement harponner les cavaliers, des haches dont on que l'on fait tournoyer autour de soi et qui font généralement le vide, inutile de vous dire, et puis de toutes ces grandes épées qui travaillent plus des stocks que de taille, mais qui en tout cas font littéralement miroiter le champ de bataille. Il faut imaginer ce soleil de plomb de Bouvines qui fait naître partout des éclats sur les armes polies qui sont en train de tailler dans la chair et dans le sang. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission, où nous atteignons bientôt les 30 000 fans. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la bataille de Bouvines. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Retour au champ de bataille de Bouvines avec vous, Franck Ferrand. Alors c'est à ce moment-là que va se dérouler la scène tellement fameuse, hein, le sommet du drame de Bouvines, si je puis dire. Et je vous raconte ça en prenant les termes même d'Adang, qui l'a tellement bien décrite. En 7 minutes va se jouer, écrit-il, avec la vie du roi, le destin du royaume. À peine Philippe a-t-il pénétré dans la masse impériale que 1000 fantassins l'enveloppent et le séparent de sa suite. L'épée royale se relève et s'abat inlassablement, mais les longues piques se croisent devant le destrier. D'autres cherchent à harponner le roi pour l'arracher de sa selle. Un routier réussit à l'agripper par le cou en engageant son crochet entre le capuchon d'émail et le haubert. L'homme tire, ses camarades tirent avec lui. Philippe se cramponne, mais son cheval perd l'équilibre, trébuche et s'abat. Le roi gîte à terre. Là, on se dit, ça y est, c'est fini. Ça paraît, on pense que la bataille est en train de toucher à sa fin. Je poursuis. Une nuée de ribauds se rue sur son corps, comme des loups sur une proie blessée. Ben, pourquoi pas? Les dagues, les poignards, les couteaux fouillent le tissu d'acier pour trouver la fissure par où entrer dans la chair. C'est la curée. Mais le Capétien sera sauvé par son armure et par la grâce de Dieu, nous disent les chroniqueurs du temps. Ses fidèles ont vu le mortel péril. Les voici. Pierre Tristan saute à terre. Il saisit à bras-le-corps les ribauds qui tiennent le roi à la gorge. Et au risque de piétiner le souverain, Montigny pousse son cheval pour en faire un rempart. D'une main, il écarte les piques flamandes. De l'autre, il agite désespérément la bannière fleur-de-lysée. Les cavaliers demeurés en arrière fendent la presse pour venir au secours. De tous côtés s'élèvent des cris d'appel au bon chevalier qui combat plus loin, sans deviner ce qui se passe derrière lui. Au bar, qu'est-ce que ça signifie? C'est Guillaume des Barres qui était parvenu jusqu'à l'empereur, jusqu'à Othon. Il le tenait déjà par le haume et lui assénait grands coups et pesants, nous disent les chroniqueurs du temps.
mais il entend clamer son nom, se retourne enfin, voit le signal et comprend. Il lâche prise et se précipite à la rescousse dans un furieux galop, à la vue du géant qu'ils connaissent de renom et dont l'épée tournoie en flamboyant. Les ribauds s'écartent épouvantés comme des feuilles mortes qu'un coup de vent disperserait. Des barres s'ouvrent un tel passage que l'on pourrait, diront les chroniqueurs, y faire passer un char à 4 roues. Ses compagnons s'engouffrent sur ses pas. Ça va être la diversion qui va sauver le roi Philippe. Il est dégagé, il peut remonter à cheval. Et il est, à ce moment-là, on pourrait le croire complètement abattu ou sonné ou que sais-je. Non, pas du tout. Il est galvanisé. Il reprend la bataille à bride abattue. On se bat comme si on ne s'était point encore battu, nous dit la chronique. Mais l'infanterie impériale a perdu la cohésion qui faisait sa force et le découragement va succéder au délire du triomphe qu'on avait entrevu. Elle n'offre plus de résistance. On fauche dans le tas. L'affreuse moisson va durer jusqu'au soir. Et je reprends là le récit d'Henri Martin. Les Français se battirent, qui fait lui-même une part extrêmement avantageuse aux chroniqueurs de ce XIIIe siècle, dont il emprunte des passages entiers. Les Français se battirent si fortement et si longuement qu'ils repoussèrent toute la bataille, toujours pareil, le bataillon, si vous voulez, d'Othon, et vinrent jusqu'à lui si près qu'un chevalier français prit le destrier de l'empereur par le frein et le crut tiré hors de la presse. La multitude des Tiwa, c'est-à-dire des Allemands si vous voulez, qui se serraient encore alentour ayant empêché Mauvoisin d'exécuter son dessein, un autre homme d'armes français voulut donner un grand coup de coutelas à Othon, mais le cheval de l'empereur releva la tête et reçut le coutelas à travers l'œil et jusqu'en la cervelle, l'estocade destinée à son maître. Le destrier, forcené de douleur, emporta Othon hors de la mêlée et tomba mort à quelque distance. On amena alors un cheval frais à l'empereur, mais Othon remonté en selle. Alors là, on se dit, il va reprendre lui aussi la bataille. Othon remonté en selle ne retourna point au combat, comme avait fait le roi Philippe. Il se mit à fuir, au contraire, du plus vite qu'il put, abandonnant son aigle et son char impérial et ne pouvant plus endurer la vertu des chevaliers de France. Le char sur quoi c'est l'étendard impérial fut dépiécé, le dragon fut brisé et l'aigle d'or ayant les ailes arrachées et rompues fut déposé aux pieds du roi. Je n'ai même plus besoin de vous dire qui a gagné la bataille de Bouvines. Bonjour Bruno Galland. Alors, tous ceux qui me reprochent de faire de l'histoire chronique et de l'histoire bataille auront aujourd'hui quelques eaux à leur moulin et ensemble nous allons revenir sur une histoire, je dirais justement un peu plus générale et nous allons revenir sur ce règne extraordinaire du roi Philippe Auguste. Georges Delerue sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série télé du même nom, Thibaut ou les Croisades. Thibaut des Croisades, oui, c'était la grande, ça c'était vraiment la grande série qui a bercé notre enfance, enfin la mienne, pas la vôtre évidemment, vous ne pouvez pas avoir connu ça, vous, Céline. Bon, un petit peu. J'étais trop petit. Nous sommes au cœur de l'histoire du règne du roi Philippe Auguste avec vous, Franck Ferrand et Bruno Galland, votre invité, directeur des archives du Rhône, professeur associé à la Sorbonne, auteur de Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume, aux éditions Belin. Alors, il faut dire, Bruno Galland, on va revenir un instant sur cette bataille, que c'était ces batailles du Moyen-Âge.